Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Semaine du Moucheur, un numéro que je vous promets haut en couleur et en émotion. Mais tout d'abord, vous le savez, dans chaque numéro, on pense qu'il est important que chaque pêcheur connaisse bien son environnement. C'est la rubrique « L'environnement du pêcheur ». Dans l'environnement du pêcheur, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important, car si ce phénomène n'existe pas, une fois de plus, nous ne ferons pas notre sport qu'en même temps. En effet, est-ce que vous avez réfléchi déjà comment des tout petits larves, des éphémères, des trichoptères ou des plécoptères, peuplent toujours nos rivières? Or, il y a des crues terribles régulièrement quand il pleut beaucoup ou après la fonte de neige. Normalement, vous comprenez bien, quand il y a une crue, l'eau monte, la vitesse d'eau augmente, donc l'érosion est plus importante qu'en l'ODTH ou même en printemps dans les zones normales. Ça va dire érosion, ça va bien dire, qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire que la rivière, elle creuse. Elle enlève donc une partie de son substrat, elle enlève aussi une partie des berges, et donc c'est dévastatrice. Comment peut-il encore y avoir des insectes dans l'eau? Voilà la question qui se pose. Alors, premièrement, il faut savoir qu'on a trois types d'insectes, donc des éphémères, avec leurs spécialistes, ceux-là du grand courant qui s'aplatit et qui se collent contre des cailloux, ceux-là qui sont dans des moyens courants, qui savent nager et qui peuvent donc, avant que la grande crue arrive, s'envoler, en quelque sorte. On a ensuite ceux-là qui creusent, qui sont donc enfouis dans la vase comme des tubicoles. Et nous avons aussi les rampantes qui sont toujours dans les endroits où il n'y a pas de courant. Pour les trichoptères, nous avons des deux familles, ceux-là qui font leur maison, donc leur carquois avec des galets. S'ils trouvent des galets où ils se trouvent, il est évident que 200 galets sur le dos fait 200 fois plus lourd. Donc ils se protègent de telle manière. Des autres, donc des trichoptères qui sont libres, comme des Rhiacophylla ou des hydropsiches, eux ils vivent dans les interstices et c'est là la clé. Et la troisième groupe, des plécoptères, qui sont des larves soit très très grosses, 3 cm et demi ou de 4 cm, ou ils sont tout petits, vivent dans le substrat très très gros. Donc on sait déjà que chaque larve a sa spécialité pour se protéger. Mais maintenant il y a quelque chose qui est important. Il y a un Allemand qui s'appelle Brandt, qui a trouvé au début du XXe siècle qu'il y a une zone qui s'étend tout le long de surface de la rivière, sur les galets. En effet, si on voit horizontalement le sol d'une rivière, on voit qu'il y a toujours des galets qui sortent et qui, en quelque sorte, créent un endroit où il n'y a pas de courant. Donc, aussitôt que l'eau augmente, la vitesse de l'eau augmente, cette zone augmente aussi. Pourquoi? Si l'eau arrive tout doucement contre un caillou, elle a le temps de passer autour, de redescendre derrière et aller. Mais si l'eau arrive très très vite, elle n'a plus de temps et donc elle va passer au-dessus. Donc tout ce qu'il y a en dessous, d'un caillou, hein, quand l'eau passe comme ça très très vite, tout ce qui est ici jusqu'au ici est une zone de l'eau morte. Donc les insectes sont là-dedans protégés. Ça c'est très important. Donc de plus le courant est fort, de plus le substrat est gros et de plus cette zone qui protège les poissons. Et enfin, quand il y a des crues qui sont très très forts et quand vous avez une érosion énorme, c'est-à-dire que même des gros galets partent, il faut quand même savoir que la plupart des insectes vivent dans les interstices jusqu'à 1,20 m dans le sol de votre rivière. Et donc même si une partie est prise et même si effectivement c'est catastrophique pour la rivière parce qu'il y a une grosse biomasse qui part, il en reste toujours assez pour repeupler. Et comme après les conditions sont favorables, les insectes reviennent et c'est pour ça que nous pouvons toujours pêcher à la mouche et toujours se nourrir des insectes. Le pêcheur doit donc bien connaître son environnement, il doit aussi bien connaître son matériel, nous vous en parlons à chaque fois. Et la dernière fois, nous avions parlé des hameçons, c'est un gros chapitre, alors voici la deuxième partie des hameçons. Aujourd'hui, comme la dernière fois, en technique et matériel, on parle des hameçons, car c'est vachement important.
Et il faut vraiment bien apprendre la notion, comment les utiliser, et quand on achète des modèles de mouches, de ne pas être dessus comme je vous ai parlé la dernière fois. C'est pour ça le tableau que vous voyez maintenant vous explique très bien que vous avez les hameçons 5 fois courts, vous avez les hameçons 1 fois courts, vous avez les hameçons standards, et ensuite vous avez les hameçons 2 fois longs, 3 fois longs, 4 fois longs, et tout ça, c'est uniquement avec la même taille. Car revenons à notre tableau, nous avons toujours l'ouverture qui s'appelle cap. Hein, ça vient de l'anglais, qui vous donne la taille. Donc cet hameçon-là, court comme ça, long comme ça, c'est la même taille, ce sera un 16, un 14 ou quoi que ce soit. Ensuite, quels sont des points importants? Donc on a ici la hampe. Donc la hampe, elle va de l'œillet à la courbure, premièrement. Ensuite, on a l'œillet. Donc les anciens hameçons, comme je vous ai parlé la dernière fois, n'avaient pas des œillets, forcément. Donc c'est depuis uniquement récemment qu'on a donc, pas si récemment que ça, depuis de l'âge de bronze, mais on a quand même une tradition, par exemple les mouches à saumon qui sont montées avec le gut, donc les hameçons à saumon n'avaient pas non plus l'œillet, et il y avait le gut, donc les tripes quelque part du ver à soie qui a été ligoté sur l'hameçon et qui faisait déjà une part du bas de ligne. Bon, qu'est-ce qui concerne des œillets? Nous avons le down eye, le standard, donc en fait vous avez l'œillet vers le bas. Vous avez ensuite le up eye, donc vous avez le hameçon traditionnel anglais pour la mouche sèche qui a l'œillet vers le haut. Ensuite, vous avez forcément des hameçons plus modernes, le straight, et encore, donc droit devant, notamment pour les émergentes d'éphémères en subsurface. Dans le film, c'est vachement important, c'est très très bien d'ailleurs. Et ensuite, on pourrait encore y aller dans la nomination des œillets, parce que vous avez des œillets ronds, vous avez des œillets en goutte d'eau, vous avez un tas de choses. Bon, laissons tomber, c'est déjà pas mal. Vers le haut, droit ou vers le bas. On utilise le haut vers les mouches sèches, pour les mouches sèches, le droit pour les émergentes et le bas pour tout. Donc, ensuite, on a la courbe. Alors ici, la courbe, elle est donnée par des firmes dans les siècles du 19e siècle, ont donné une forme spéciale, ronde ou limérique ou Aberdeen ou O'Shaughnessy. Ce sont des usines qui ont créé leur propre forme de courbe. Et ces nombres que vous voyez aujourd'hui encore sur les hameçons viennent uniquement des lieux en Angleterre qui ont fabriqué ces hameçons. Ensuite, on a la pointe. Et ensuite, on a évidemment l'ardillon derrière, qui est aussi une invention qui vient uniquement du 19e siècle. Donc c'est très récent. Avant, on avait les hameçons vraiment tout droit, pointus uniquement. Bon, maintenant, je pouvais vous parler évidemment d'affûter chimiquement les hameçons et tout ça. C'est un peu comme des flacons dans des apothicaires. Quand vous avez le bouchon qui va dedans, on trempe ça dans l'acide et ça lime bien. Mais je voudrais vous dire que l'origine de l'hameçon n'est pas du tout comme vous le voyez. Mais l'origine d'hameçon, c'est un bâton. Parce que au début, ça servait uniquement de tenir l'appât sur quelque chose. Donc on avait en fait enfilé dans un bâton, un vif, avec une cordelette qui partait. Et donc la pêche a été tout simplement, on met une ligne dans l'eau avec un appât qui est tenu par un petit bout de bois ou un petit bout d'os. Et en fait, le poisson, il a avalé ça et on le laissait bien engamer comme il faut. Et ensuite, on l'a tiré par les tripes. Alors le développement, vous voyez bien sur ce tableau que je vous montre maintenant, vous voyez bien que l'hameçon est devenu courbé, plus courbé, plus courbé, et ça a créé le bec de perroquet au début, donc un double hameçon qui est très ancien. Et ensuite, un jour, quelqu'un a eu l'idée, il l'a coupé en deux, et ça a été l'hameçon comme on le voit aujourd'hui. En début d'émission, je vous avais promis un numéro haut en couleurs. Eh bien, les couleurs, les voilà, des couleurs de plumes tout à fait terribles, pour fabriquer un streamer qui, normalement, ne serait-ce que par son nom, doit absolument ouvrir l'appétit de tous les brochets. Il s'agit du hot dog. La mouche de cette semaine est encore plus terrible que d'habitude, car, comme on est souvent dans des repas culinaires, j'ai choisi cette semaine un plat pour le brochet, donc le hot dog pour Pâques. Alors,
des mouches à brochet, vous savez bien, c'est maintenant un petit peu la mode. Ça vient de Hollande. Les Hollandais, dans leurs polders et dans leurs canaux nombreux, ont inventé cette pêche qui dévie directement de la mer. Et ils ont inventé énormément des mouches différentes. Donc ici, j'ai quelques échantillons. Vous voyez bien, c'est vraiment un festival de couleurs et des matériaux. Donc ici, on utilise surtout des matériaux brillants. Et côté mangeable, il n'y a vraiment rien, sauf le chickaboo, donc qui vient de chicken. Mais avant de plaisanter, voyons de suite comment on va la monter, notre hot dog. Cette mouche, qui naturellement n'est pas une, parce que c'est plutôt une proie, donc un alevin ou quelque chose qui le brochet, s'imagine, lui fait un teaser. On utilise pour cette mouche un hameçon assez gros, 4 fois long, pour vraiment faire une mouche sérieuse. Alors, il faut savoir que le brochet adore le rouge et le bleu, parce que ça déclenche son agressivité, il aime bien mordre dedans, et c'est le but quand même, qu'il mord beaucoup dedans. Alors on va faire une queue en chickaboo, rouge grizzly. On va ensuite faire un corps avec un nouveau matériel brillant jusqu'aux 2/3 devant, qui vraiment est un produit brillant en couleur arc-en-ciel. Ensuite, on va faire l'aile, c'est-à-dire en fait il n'y a pas un aile, il y a plusieurs ailes. D'abord, nous allons déjà mettre un produit type Flashiboo bleu. Ensuite, nous allons le couvrir avec quelques plumes de saddle rouge. Et ensuite, on va, pour terminer, ajouter des plumes grizzly, aussi en saddle de coque. Ça va faire vraiment des stries comme un petit alevin. Pour finir devant, on va faire une petite joue en chickaboo, comme ici, pareil, rayé. Ajouter des yeux et former une tête, juste pour donner une idée d'alevin. Donc vous voyez, c'est laborieux, il y a du travail, mais bon, ça prend des gros projets après. Après, on peut faire, en dame, on le fait paner ou entier. On peut aussi, s'il est assez gros, le farcir des riz de veau. Ma femme, elle est super pour ça. Mais bon, soyez encore sérieux. Voyons qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel et matériaux pour réaliser cette mouche. Côté matériel, il n'y a pas de problème. C'est comme toujours, un paire de ciseaux, un étau évidemment, une porte-bobine, etc. Mais par contre ici, pour faire la cuisine de cette mouche-là, il en faut pas mal de produits qui sont quand même vachement spectaculaires et vachement jolis. Regardez ce beau tableau. D'abord, il faut des hameçons. Donc c'est des hameçons spécial brochés ou des hameçons stinger pour le black bass ou carrément des hameçons destinés pour la pêche en mer, mais il faut qu'ils soient très piquants et qui pénètrent bien la gueule du brochet. Ensuite, on va donc commencer avec le chickaboo pour faire la queue, mais on va aussi s'en servir pour faire des checks devant. Ensuite, le corps va être fait avec un produit brillant, donc une chenille très brillante. Ensuite, le sous-aile avec du Flashiboo bleu. Ensuite, on couvre ça avec un saddle rouge vif. Et on fait, pour faire vraiment à l'avant, encore un coup avec le saddle grizzly. Tout ça se termine par des yeux en chaîne dorée ici. Et on va former la tête avec un peu de fritz marron foncé. Mettons-nous à l'étau maintenant et réalisons cette mouche. Commençons comme d'habitude par l'enroulement du fil de montage jusqu'à la courbure arrière et fixant 2 plumes de chickaboo comme queue. Ce sont des plumes très mobiles qui donnent beaucoup de vie à cette mouche et à toutes les autres imitations. Ensuite, on fixe le corps qui ici est de glitz, donc une chenille moderne bien brillante. Et on ramène tout ça jusqu'aux 2/3 devant pour ensuite fixer les ailes. Alors on enroule et on forme le corps. Ça c'est un coloris arc-en-ciel, mais il existe aussi dans le noir, le bleu, le rouge, le rose, dans toutes les couleurs imaginables. Bon, on s'arrête bien devant pour laisser la place pour fixer des ailes, des différentes ailes, qui vont donner la mobilité et attirer l'attention des brochets à votre mouche. Bon, on a coupé l'excédent et on commence par l'aile en dessous. Donc ici, c'est des Flashiboo bleu
foncé, bleu nuit, qu'on va fixer. Alors là, on mesure. Ça, c'est des mouches. Ça doit bien aller loin en arrière. Donc, on va bien mesurer. Ça peut dépasser le double de la longueur de l'hameçon. Bon, première aile se fixe. On fait, comme on a appris déjà, avec des poils de chevreuil. On passe 3 fois et c'est la 3e fois qu'on tire. Sinon, ça tourne autour de l'hameçon. Autrement, comme on a déjà appris, on coupe toujours immédiatement l'excédent pour pas après travailler sur un fond pas propre. Voilà. Ensuite, on a dit, on met un autre aile par des plumes de sadelle rouge, parce qu'on a appris que le brochet adore le rouge. Donc bleu et rouge, ça fait super. Donc on mesure d'avoir à peu près la même longueur. On prend, soi-disant, 4 plumes pour le faire. On les met bien en même longueur. On mesure encore une dernière fois. On enlève devant, sur des plumes, qu'est-ce qu'il n'y a pas propre pour bien pouvoir le fixer sans faire une tête trop grosse. Là, on coupe immédiatement pour ne pas salir l'hameçon. On fixe ça aussi, au-dessus toujours. Et la mouche commence à prendre petit à petit forme. Là, il faut bien fixer toujours. Et je vous conseillerais même de mettre une goutte de vernis chaque fois quand vous fixez quelque chose sur votre hameçon pour que la mouche ne se défait pas à l'attaque du premier brochet de 10 kg. Ensuite, la mouche, côté elle, est terminée avec 2 grizzlies qui sont aussi mesurés à droite et à gauche et qu'on fixe des 2 côtés pour vraiment faire les stries d'un petit alevin. Bon, une fois fait ça, avec un chicabou pour faire des checks, et le plus gros est fait. Maintenant, il suffit de fixer des yeux. Donc avec le fil de montage, on croit comme d'habitude et comme vous le savez bien, on a réalisé des yeux. Il reste à faire de fabriquer la tête pour donner vraiment l'impression d'irrésistibilité de cette mouche au brochet qui va certainement la prendre. Alors on fait la tête avec ce produit miraculeux. Hop. Là on se mélange un peu les pinces parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses maintenant. On va fixer le fritz à la tête. Voilà. Et on coupe l'excédent. Alors là devant, on va pousser le tout un peu en arrière pour arriver à finir bien, nettoyer l'œillet pour bien pouvoir mettre l'émerillon qui sera avec un bas de lignée acier. Vous n'oubliez pas d'en mettre un ou du Kevlar au moins parce que sinon le brochet va partir avec votre hot dog et le digérer tranquillement. Voilà, le hot dog fini et on voit des belles couleurs, des belles formes. Et maintenant, il faut l'imaginer dans l'eau et dans la gueule d'un poisson, de préférence de brochet. Alors vous avez envie de sortir, ça tombe bien. Nous aussi, et on part en Normandie dans un lieu un peu mythique, en tout cas un lieu que tous les moucheurs connaissent, même les débutants, puisque c'est un endroit très réputé. Il s'agit de la Chaise-Dieu du Teil, un parcours qui comprend aussi un réservoir dans lequel il y a vraiment de grosses truites. Ici, au lac Émilie de la Chaise-Dieu du Teil, qui est un endroit de pêche célèbre et pas sans raison, car c'est vraiment un très très beau étang avec des truites vraiment énormes. Nous avons, comme vous avez certainement déjà remarqué souvent, des conditions idéales
ou la pêche à la mouche. C'est-à-dire que, en gros, il a flotté pendant des jours. Il fait froid, comme c'est pas possible dans un mois d'avril. Et les poissons sont évidemment, avec l'agitation de la surface, de l'étang, et avec le vent, et avec la température, vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire, boudeur. Alors j'ai essayé plusieurs fois avec des leurres classiques d'arriver à en ferrer une ou deux, mais j'ai eu effectivement 2 tapées dedans, mais le poisson n'a pas pris franc. Par contre, j'ai observé en surface une activité qui est suspecte, parce qu'il y a des truites vraiment immenses qui montent, qui gobent, et on ne sait pas bien sur quoi. Bon, mais on pense bien entendu que ce soit des chironomides. Et un ami de garde m'a donné une mouche en chevreuil et poil de lièvre. Et il m'a dit tout simplement de la mouiller légèrement, laisser draguer en subsurface et voir si un jour comme aujourd'hui, on peut quand même prendre une truite ici. J'ai donc mis la mouche. C'est franchement pas qu'est-ce que j'aurais mis moi-même, je vous avoue, mais les pêcheurs locaux, il n'y a pas de discussion, faut les écouter toujours quand vous êtes en déplacement. Alors je lance, double traction, plus loin possible. Je tiens ma canne. Cette mouche doit dériver juste en dessous de surface avec la pression du vent et je vais voir. Le vent est vraiment de plus en plus terrible et la pêche qu'on fait, ça se compare plutôt avec du log style fishing en Écosse, sauf qu'on n'y est pas en bateau, mais sinon c'est vraiment ça quoi. C'est manqué. Là, ça y est. Qu'est-ce que c'est? Une baleine? Un requin? Oui, ça a l'air plutôt pas mal. Petite mouche. Log style stand-up. Lac Emily. Décroché. J'étais pas assez au bob. Au pub. J'ai pris qu'une bière et pas deux. C'est pas bon. Bon, mais on recommence. Mais là, il pleut. Là, c'est râpé. Ça y est. Une autre log style stand-up. J'espère qu'elle est bien piquée et je vais essayer d'y aller un peu plus douce. Elle est plus petite. Méfiance. La pluie arrive, le vent est déjà. Regardons-la un peu. Bah, une belle arc. En mouche sèche. Au lac Émilie. À la Chaise-Dieu. Un temps breton et pas normand. Et grâce aux gardes, et je le remercie, je sauvais mon épingle du jeu parce que j'aurais jamais pensé de mettre aujourd'hui une petite mouche sèche avec tout le vent et tout le mauvais temps. C'est un miracle et encore un merci. Merci à l'équipe d'ici. Trois manqués, un très gros qui m'a ouvert l'hameçon. Et là, je joue mon petit bébé qui m'a sauvé la journée. En mouche sèche, hameçon 14. J'ai appris quelque chose, comme tous les jours. Parfait.
Ça a été vraiment dur cette fois-là, hein. Mais vous voyez, même des meilleurs, hein, ils ont besoin d'avoir l'aide. Oh, un poisson qui fait facilement les 3 livres. Magnifique. Et je suis content parce que ça a été dur aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. On va le relâcher. Décroché, il est déjà. Vous voyez, j'ai eu la chance. Et hop. Et à la prochaine, et j'espère cette fois-là, il y aura des feuilles partout et le soleil, que je ne serai pas mouillé et j'aurai pas pêché dehors. Allez, à la prochaine.